Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Tout d'abord, une précision. Pour la seconde fois, Mots Croisés n'a pas lieu sur son plateau habituel, à France Télévisions, et ce en raison d'une grève des cadreurs. Ils demandent que leur qualification soit reconnue sur leur fiche de paie. Je me dois bien entendu de vous en informer, tout en ayant pris la décision de maintenir nos deux débats. Retour donc à l'actualité en direct. Le monde arabe fait-il enfin sa révolution? En tout cas, nous sommes stupéfaits devant cette jeunesse qui, à Tunis, comme au Caire, bouscule l'ordre établi et les dictatures militaires. Les islamistes sont eux aussi de la partie, jusqu'ici discrets, mais leur présence inquiète, vous le savez. Alors, la démocratie fait-elle aussi le jeu des barbus? Nous y revenons dans un instant. Sachez que la seconde partie de Mots Croisés est consacrée aux suites de l'affaire Laetitia. Le président Sarkozy provoque, les magistrats frondent, reste posé le problème des grands criminels sexuels. Nous y reviendrons après ce premier débat sur le monde arabe, dont voici les invités. Pierre Lellouche, secrétaire d'État au commerce extérieur. Vous travaillez sur les questions internationales de longue date. On ne vous a pas encore entendu sur la situation actuelle, alors même que vous êtes né à Tunis. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Vous avez également été secrétaire général de l'Élysée pendant le second mandat de François Mitterrand. Moulay Hicham, vous êtes chercheur à l'université de Stanford, mais aussi cousin germain du roi du Maroc et troisième dans l'ordre de succession au trône. Vous nous direz pourquoi vous estimez que la révolution doit toucher la plupart des pays de la région. Alain Finkielkraut est philosophe, comme beaucoup d'intellectuels français. Vous êtes peu exprimé sur les révolutions arabes et vous nous expliquerez pourquoi. Enfin, Mathieu Guider est professeur de veille stratégique aux universités de Genève et de Toulouse, agrégé d'arabe et spécialiste des groupes islamistes. Et puis, nous retrouverons en direct du Caire le grand écrivain égyptien Alaa El Aswani, auteur entre autres du best-seller L'immeuble Yacoubian. Il soutient les manifestants depuis le premier jour et je le salue immédiatement. Pierre Lellouche, ma première question est très simple. Doit-on avoir peur des frères musulmans qui négocient la transition avec le pouvoir depuis dimanche? Si je dis peur, je me mets dans le débat interne d'un pays ami. Et c'est pas mon rôle. Je crois que le président de la République a bien dit des choses en disant que c'est aux Égyptiens de régler cela. Les frères musulmans, c'est une affaire, si j'ose dire, qui remonte aux années 1920. Le réveil arabe, à un moment très particulier de l'histoire musulmane et surtout de l'histoire arabe, puisque les Arabes étaient libérés du joug ottoman. Les Turcs avaient décidé de se séparer de la religion complètement. La laïcisation a été totale. Les bolcheviks faisaient de même en Asie centrale. Il y a eu un réveil arabe très fort. Une partie était laïque, et surtout d'ailleurs dirigée par des intellectuels chrétiens, syriens et libanais, une partie musulmane. Ça ne répond pas à ma question, et le fait que vous n'y répondiez pas directement, vous qui n'avez absolument pas l'habitude de la langue de bois, me fait penser qu'effectivement vous êtes inquiet. Peut-être que vous ne pouvez pas l'exprimer. La raison pour laquelle... attendez, n'essayez pas de me provoquer, je dis simplement que les frères musulmans, c'est une affaire ancienne dans le monde arabe, oui, presque un siècle. Pendant ce siècle, il s'est passé beaucoup de choses, mais les frères musulmans ont été essentiellement chassés du pouvoir. Et ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est que face à des pouvoirs souvent autoritaires, où il n'y a pas eu de vie démocratique dans les différents pays arabes concernés, malheureusement, je dis bien malheureusement, ils incarnent la seule opposition organisée. En Égypte aujourd'hui, les frères musulmans, c'est entre 3 et 5 millions de personnes, avec notamment des réseaux de charité qui sont très implantés dans le pays. Ce qui fait que si vous enlevez le pouvoir, le danger, naturellement, c'est que les forces politiques démocratiques, non religieuses, n'aient pas le temps de s'affirmer. Voilà pourquoi, si vous me dites... En tout cas, non, j'ai pas peur. Il y a une vous phase venez de nous dire qu'ils étaient incontournables. Vous avez bien compris. Oui, tout à fait. Il y a une phase révolutionnaire dans laquelle les islamistes vont essayer de jouer leur partition. Hubert Védrine, concrètement, les frères musulmans au pouvoir ou associés au pouvoir, est-ce que c'est inéluctable? C'est sans doute inéluctable. Il y a d'ailleurs plusieurs pays arabes où déjà ils sont associés soit au Parlement, soit des activités gouvernementales. Ça dépend des situations. Mais de toute façon, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas des pays qui sont gouvernés par les Européens, ni même les Occidentaux. Regardez que Obama n'a pas plus d'influence directe sur Moubarak qu'il en a eu sur Netanyahou ou sur un autre sujet. Donc il faut comprendre que nous réfléchissons sur ce que nous souhaitons ou ce que nous craignons. Il me semble que c'est arrivé à un point où c'est inéluctable. Si ça se passe bien en Tunisie, mais on ne peut pas le savoir tout de suite. Les commentaires sont tout à fait prématurés sur l'affaire tunisienne.
Pour savoir si ça se passe bien, il faudrait que les élections aient eu lieu, que des partis islamistes aient participé. Il faudrait même qu'un jour, dans un pays quelconque, il soit reparti du pouvoir après avoir perdu les élections pour être tout à fait sûr que les alternances peuvent jouer. Ça n'est pas arrivé encore. Si ça se produit, il y aura un effet d'entraînement énorme sur le cas égyptien dont vous parlez, mais sur d'autres. Ça ne concerne pas que l'affaire arabe, hein, que le monde arabe, cette question. Oui. C'est un potentiel énorme. Ça concerne l'ensemble des régimes autoritaires ou totalitaires ou pas si démocratiques dans le monde entier. Donc c'est le début de quelque chose de gigantesque qui connaîtra des rebondissements multiples, même si la première question, c'est celle du monde arabe. Alors, nos deux premiers intervenants viennent de le dire, Moulay Hicham. Finalement, nous vivons un moment historique, mais en tout cas, au moins en Europe et en partie en Occident, ceux qui pourraient accéder au pouvoir inquiètent et font peur, parce qu'on les prend pour des intégristes islamistes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette question? Faut-il avoir peur des barbus, comme vous dites? À mon avis, non. Ce qu'on voit, c'est un soulèvement d'une nouvelle génération, une génération qui est éduquée, une génération qui est communicante, elle est pluraliste à la fois et individualiste. On n'a pas vu de symbole idéologique, que ce soit à Tunis, que ce soit au Caire. On n'a pas vu aussi de bouc émissaire étranger. On n'a pas brûlé de drapeau israélien. Nous n'avons pas brûlé de drapeau américain. Ce que nous voyons, c'est des jeunes, pour la plupart, qui manifestent et qui demandent une fin à l'exception arabe. Le président Moubarak a été pendu avec une étoile de David sur le ventre. Son effigie, on sait comment... Non, mais... Oui, non, mais à côté de... C'est normal qu'on le remarque, vous le comprenez. Je comprends bien. Voilà. Mais après, on peut ne pas être obsédé par ça. Visiblement, c'est ce que vous nous proposez. Mais à côté de ça, vous pouvez voir qu'il y avait aussi des Coptes qui faisaient la messe à côté de musulmans de l'Azhar qui faisaient leur prière. Et on a bien vu aussi le slogan de Tunis repris en français, Moubarak dégage. À côté de cela, on a aussi vu Moubarak égale Hitler. Donc, une symbolique utilisée dans l'autre sens, mais différente. Mais vous nous dites qu'il ne faut pas qu'on se focalise aujourd'hui sur l'islamisme radical? Je vous dis, ne vous trompez pas de combat. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une jeunesse qui veut du changement. Et qu'elle n'est plus dans les idéologies. Ce sont des gens qui se sont libérés de la peur. Ils ne vont certainement pas tomber dans d'autres formes de despotisme et d'unanimisme et d'utopie. Une question avant de donner la parole à Alain Finkielkraut. Mathieu Guidière, est-ce que l'objectif des frères musulmans est l'instauration de la charia dans un pays comme l'Égypte? Oui. Ah oui. Le programme politique des frères musulmans est très clair. Les frères musulmans ne sont pas une association ni un courant nouveau. Ça a été rappelé depuis les années 20. Leur idéologie est très structurée. Il y a eu des manifestes, il y a eu des écrits très clairs. C'est l'islamisation de la société, c'est l'instauration de la charia. C'est un programme politique, idéologique, structuré et tout à fait cohérent, qui a eu beaucoup d'effets à la fois dans les autres pays musulmans. Il y a des confréries des frères musulmans un peu partout dans le monde musulman, en Syrie, en Jordanie, en Tunisie, leur influence. Elle a aussi, enfin on a en Europe également des confréries qui se réclament de l'idéologie des frères musulmans. Le plus médiatiquement connu en France, la création française la plus célèbre étant Tariq Ramadan. Qui est lui-même le petit-fils du fondateur, qui se trouve être voilà, Hassan al-Banna. Donc on est dans quelque chose de structuré, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Maintenant, ce qui me gêne, c'est le fait de poser la question sur la peur. Alors, je vais répondre d'autre façon. Je crois qu'il vaut mieux être sincère et poser les questions qu'un certain nombre de personnes... C'est un problème de peur. Et donc, c'est un problème de processus révolutionnaire. On sait où ça commence, on ne sait pas où on arrive. Ce qu'il y a, c'est que dans une révolution, on en sait quelque chose en France. Le processus révolutionnaire peut partir dans des directions qui ne sont pas nécessairement souhaitées par les jeunes gens qui, en effet, protestent pour la liberté. Deuxième remarque très importante, il ne faut pas mélanger tout le monde, tous les pays dans le même panier. On va faire ce tri. La Tunisie et l'Égypte, ça n'est pas pareil. Je souhaite qu'on... Voilà. Je vais vous dire, ce que vous nous dites, c'est passionnant, mais je veux juste pour l'instant qu'on essaie de tourner la page de la question des frères musulmans, de leur accession au pouvoir, des craintes qu'elles suscitent, fondées ou non, puisque les uns et les autres, vous avez des points de vue différents. Mais sur la peur. Vous venez de nous dire, je vous redonne la parole sur la peur, vous venez quand même de nous dire que le programme officiel, c'est bien l'application de la charia. Alain Finkielkraut, donc forcément je vous pose la question. Est-ce que vous craignez, par exemple, un scénario à l'iranienne? Alors, tout le monde salue le vent de démocratie qui oui, mais traverse justement, le pays. il faut quand même commencer par là. Mon premier sentiment face devant ces peuples arabes qui se dressent contre des régimes tyranniques, étouffants et corrompus, ce n'est pas la peur. C'est, si j'ose dire, comme Kant au spectacle de la Révolution française, l'enthousiasme.
Et quand on disait qu'un peuple pouvait n'être pas mûr pour la liberté, répondait on ne peut mûrir pour la liberté si on n'a pas été au préalable mis en liberté. Donc vous ne défendez pas le statu quo sous prétexte qu'il faudrait préserver une stabilité. Je ne crois pas qu'il faille verser une larme sur les régimes de Ben Ali, ni voir avec inquiétude la chute programmée du régime de Moubarak. Mais cet enthousiasme est en effet mêlé d'inquiétude parce que les frères musulmans sont la force principale du pays, qu'ils ont un réseau très dense de relais sociaux, d'associations caritatives, qui contrôlent les ordres professionnels. Et puis je voudrais aussi, justement, on dit... Et qui sont très présents dans la société égyptienne avec un rôle éminent et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Et surtout, il y a des tendances. Mais j'ai appris récemment que en 2010, pour la succession du guide suprême, ceux qui ont pris la direction de la confrérie des frères musulmans, ce sont ceux qui se réclament explicitement de Saïd Qutb, ou Qutb, je ne sais pas comment, Qutb, qui est un doctrinaire de l'islamisme radical, condamné à mort et exécuté en 1966. Or, on peut lire la pensée et les œuvres de Saïd Qutb, notamment en français. J'ai ici l'ouvrage d'Olivier Carré, Mystique et politique, et c'est très instructif parce qu'il nous explique que la civilisation occidentale, c'est pas simplement l'individualisme égoïste déchaîné, c'est aussi la bestialité de la mixité. C'est aussi l'esclavage qu'on nomme émancipation de la femme, c'est aussi le fait que les juifs sont en guerre ouverte contre l'islam et les musulmans depuis 1500 ans par diverses ruses et qu'ils sont à la racine de l'impérialisme européen et de l'impérialisme américain. Or, si cette tendance arrive démocratiquement au pouvoir en Égypte, s'en sera fini de la démocratie, car un régime démocratique, c'est pas un régime qui donne tous les droits au peuple, c'est un régime qui refuse à quiconque, peuple compris, le droit d'attenter à la liberté de religion, à la liberté d'opinion, aux sauvegardes judiciaires et aux formes protectrices. Le danger existe réellement. Très bien, vous venez de nous dire deux choses. Un, vous vouliez commencer en saluant le vent de liberté qui commence à souffler, et ensuite vous dites oui, mais il y a des raisons objectives d'avoir des inquiétudes sur les inspirateurs, des gens qui peut-être demain gouverneront ce pays. On va se tourner une première fois, avant que je vous redonne la parole, vers l'Égypte. Nous allons au Caire, où l'on retrouve l'écrivain égyptien Alaa El Aswany. Merci beaucoup d'être avec nous, Alaa El Aswany. Vous avez entendu qu'on parlait beaucoup des frères musulmans depuis le début de cette émission. Je sais que vous étiez à l'écoute et concentré. Ma première question est la suivante. Les frères musulmans ont donc négocié hier, je le rappelle, avec le vice-président Souleymane. Est-ce que ça vous effraie ou pensez-vous au contraire que c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose parce que ça ne veut rien dire. En fait, ces négociations, les gens qui sont allés pour négocier avec M. Souleymane n'ont aucune influence sur la révolution. Je dois dire aussi que la révolution en Égypte et moi j'ai participé à la révolution dès le premier jour. C'est une révolution du peuple égyptien. Les frères musulmans, je dois dire vraiment un mot ici parce que ça m'étonne beaucoup l'opinion sur les frères musulmans. Vraiment, ça m'étonne beaucoup parce que les frères musulmans n'ont pas participé à cette révolution. Ils sont très loin de contrôler la révolution, ne peuvent pas. Et ils ont annoncé 2 jours avant la révolution qu'ils ne vont pas participer. Les gens qui participent, les frères musulmans qui participent à la révolution, sont des individuels qui ne forment pas vraiment le corps. Excusez-moi. Tout le monde sait qu'ils ne l'ont pas organisé. On a même un certain nombre de journalistes qui ont remarqué à quel point ils étaient rentrés, même on pourrait dire, relativement en retard dans le mouvement. Pardonnez-moi, la question, j'insiste, la question c'est est-ce qu'ils vont la récupérer? Permettez-moi de compléter, s'il vous plaît, je ne peux pas, je dois compléter. Les frères musulmans ont on a utilisé les frères musulmans comme épouvantail par la dictature en Égypte. La dictature en Égypte, pendant 30 ans, a commis tous les crimes que vous pouvez imaginer contre le peuple égyptien. Aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé dans la révolution, monsieur, vous êtes en France, je suis en Égypte,
c'est mon pays, je connais très bien. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous voyez, les frères musulmans étaient hors de contrôle de cette révolution. Le mood, l'atmosphère de la révolution est vraiment libérale. Comme monsieur a dit, je vois tous les jours des coptes, des femmes voilées, des femmes qui n'ont pas voilées. On fait le théâtre dans la place Tahrir, la musique. Les frères musulmans ne sont pas vraiment, ne sont pas en train de menacer l'Égypte. Moi, je dirais plutôt ce qu'a dit monsieur Noam Chomsky, qui est un grand penseur que vous connaissez sans doute, un grand penseur américain, qui a écrit il y a 3 ou 4 jours que l'Amérique, ou l'Occident, entre parenthèses, mais lui il a parlé de l'Amérique n'a pas vraiment peur de la menace islamique, mais l'Égypte pour l'Amérique est trop forte pour être indépendante. Alors, je vous remercie après cette première intervention. Il y a une opinion raciste qui existe à l'Occident que l'Égypte ne doit pas être indépendante. Nous sommes en train de faire un combat maintenant pour la liberté, pour l'égalité, pour les droits d'hommes pour le peuple égyptien, et je ne trouve pas vraiment aucune place pour cette peur. Hein? Je suis en Égypte, je vous dis que, je dirais même le contraire. Sous cette dictature, les fanatiques ont trouvé toujours une place, parce qu'ils ont été utilisés toujours pour justifier la dictature. Alors, je vous interromps. Ce que vous nous dites est très intéressant, mais nécessite évidemment qu'on en discute avec vous depuis Paris. On commence avec vous, Moulay Hicham. Alors, 2 points. D'abord, on parle de l'islamisme et on parle de cette jeunesse comme quoi, c'est comme si elle vivait dans un circuit fermé. Ces blogueurs qui ont allumé l'étincelle se sont inspirés de quoi? Ils se sont inspirés des blogueurs en Iran, du mouvement vert, qui vit à l'intérieur d'une théocratie. Donc, tous ces mouvements sont à la limite universalistes. Autre chose, on voit en la négociation du régime avec les intégristes un signe que les frères musulmans arrivent. Il ne faut pas oublier que c'est une stratégie délibérée de la part du régime. Quand un régime autoritaire est dans les cordes, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de créer une division à l'intérieur de l'opposition. Et c'est pour ça que le régime, c'est pour ça qu'Omar Sleiman a reçu les frères musulmans. Pour justement cette division. Parce que le problème fondamental de ces mouvements, c'est qu'ils sont leaderless, qu'ils n'ont pas de leader. Et le passage au politique devient difficile, parce que pour négocier une sortie, pour négocier un pacte, il faut avoir un interlocuteur. Le régime Moubarak est fini, mais Moubarak est fini, mais ce n'est pas pour autant que le régime est fini. La colonne vertébrale de ce régime, c'est l'institution militaire. Et l'institution militaire manœuvre afin que les dernières lignes de défense ne soient pas pénétrées. C'est pour ça qu'on a reçu les frères musulmans. Hubert Védrine, on a 2 intervenants dans cette émission qui viennent nous dire que vous vous trompez en quelque sorte de combat, ou en tout cas vous voyez des choses négatives là où elles ne le sont pas forcément. Alors voilà, je vous repose la question, est-ce que comme vient de le dire Ala El Aswani, ou comme nous le dit à nouveau Moulay Hicham, il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Je crois que de toute façon, il faudrait essayer de distinguer ce qui relève du... Notamment pour les jeunes Égyptiens qui sont en train de faire leur révolution. Oui, mais j'entends bien ce que dit le prince Moulay Hicham et notre expert sur les nouvelles générations. Mais il faut essayer de distinguer le pronostic, ce qui peut se passer. Oui. Et par exemple, est-ce que en Tunisie, et encore plus en Égypte, des partis politiques nouveaux représentant d'autres forces qui ne pouvaient pas s'exprimer avant peuvent se développer pendant le processus de transition démocratique qui n'est pas du jour au lendemain? C'est compliqué. Qu'est-ce qui peut être fait pour ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Quelles sont les forces politiques qui peuvent exister entre l'armée, les frères musulmans, etc. C'est une question. Vous y croyez que des forces nouvelles peuvent naître? Oui, c'est une question de temps, c'est une question de rythme. Et puis d'autre part, ça serait intéressant de parler de... elles ne sont pas là. Pas encore, elles ne peuvent pas être là du jour au lendemain. Et la démocratisation, c'est pas du café instantané, c'est un processus long, compliqué. Et deuxièmement, il y a la question de savoir qu'est-ce que nous, qui n'avons pas tellement d'influence sur les événements, même en Tunisie, fortiori en Égypte, même les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent par rapport à ça pour accompagner intelligemment ce processus? On ne peut pas être contre, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent pour qu'il aboutisse positivement? On est obligés tous de s'adapter, y compris les Israéliens. Personne n'est contre. Les Israéliens vont devoir sortir d'un confort politique dans lequel ils étaient depuis un certain temps, ils vont être obligés de bouger, nous aussi. Quel est l'accompagnement intelligent pour que ça tourne du bon côté? Est-ce qu'on a des leviers pour ça?
voyez, donc il y a le pronostic, et le reste. Le pronostic, moi je pense que c'est pas joué, vous n'arriverez pas à nous départager, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. On ne sait pas si les frères musulmans ont beaucoup évolué, s'il y a des tendances qui si d'autres vont s'organiser, si Amr Moussa, par exemple, va créer un parti. Vous voyez, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit beaucoup plus mobile qu'on ne l'a été avant, et qu'on soit prêt à accompagner un mouvement qui va être long. Vous pensez qu'Hosni Moubarak essaie de négocier avant de quitter le pouvoir, vous, en ce moment? Ce n'est pas Hosni Moubarak, c'est surtout l'institution militaire. Vous venez de nous dire la question n'est plus Moubarak, c'est le régime en tant que tel. Le régime continue d'exister. Le régime en tant que tel essaye de se reconfigurer. Voilà. En ayant, bien sûr, détruit deux pans pour regagner sa légitimité, essentiellement le parti et la famille de Moubarak, pour, en dernier recours, essayer de se constituer, essayer de tenir. Ça ne veut pas dire qu'on parle de continuité. Alors, puisque vous évoquez la famille, juste avant que je donne la parole à Pierre Lelouch, quand même une question. Une transplantation. Vous savez que le Guardian fait état d'une fortune personnelle de la famille Moubarak estimée à 40 milliards d'euros. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît crédible? Et si oui, comment est-ce possible? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de données là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on fonctionne dans une situation pareille où il n'y a essentiellement pas de contre-pouvoir et qu'on contrôle l'administration est absolument sans frein, la tentation à l'enrichissement est là. Mais est-ce que l'Égypte vivait sous un système de prédation, comme on l'a dit pour la Tunisie? Je ne connais pas l'Égypte particulièrement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le parti dominant avait bien organisé le racket organisé du pays. Alors, Pierre Lelouch, vous souhaitez... Je mets les pieds dans le plat. Oui. Je ne sais pas où ça nous mène, cette observation, parce que l'écart de richesse, c'est pire au Brésil. Aux États-Unis, il y a 2% des gens qui possèdent 50% du patrimoine américain. L'écart de richesse, c'est monstrueux, monumental en Chine. On n'est pas en train de parler d'écart de richesse. Il y a une différence, pardonnez-moi, il y a une différence entre... On parlait de prédation. Voilà, il y a une différence entre la prédation d'un tyran ou d'un dictateur et un pays qui émerge et qui fabrique de la richesse. Spécifiquement arabe, je ne suis pas sûr. Moi, je voulais simplement essayer de faire l'éloge de la prudence dans cette affaire. Nous sommes dans une phase historique qui n'est pas la première inflammation du monde arabe. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est un peu tous les 10 ans en réalité. J'ai le souvenir en 1991, lors de la première guerre du Golfe, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït. Le monde arabe s'est divisé en deux. Il y avait les pro-Saddam et les anti. Et rappelez-vous, le peuple tunisien unanime soutenait Saddam Hussein. À tel point d'ailleurs que Ben Ali, pour rester au pouvoir, ne s'est pas rendu à un meeting de la Ligue arabe qui devait soutenir l'intervention américaine. 10 ans plus tard, c'était 2001. L'apparition brutale d'Al-Qaïda qui a entraîné ensuite la guerre d'Irak et l'Afghanistan et la situation où nous sommes. Aujourd'hui, on a une révolte arabe qui naît dans le pays le plus moderne du monde arabe. C'est pas parce que j'y suis né que je dis ça, mais c'est vrai. La Tunisie a été le premier à introduire le planning familial, le droit de vote pour les femmes, la suppression du voile. C'est un pays où il existe une classe moyenne, qui a d'ailleurs été spoliée par l'ancien régime, et qui a fait jonction avec cette jeunesse éduquée. C'est un pays où la plupart des gens parlent français, écoutent la télévision, cette émission-ci, vivent au rythme de la vie politique française. Ils en savent plus que bien des citoyens français vivant en France, sur notre vie politique. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Tunisie... Non, ça veut dire qu'il y a un problème général du monde arabe dans la mondialisation. Depuis l'échec des grands mouvements nationalistes arabes, les Nassériens, les Baasistes syriens et irakiens, ça c'était dans les années 50 et 60. Le grand rêve du panarabisme, du nationalisme arabe, on voit quoi? On voit un monde arabe qui est confronté à la mondialisation et qui a beaucoup de mal dans cette contradiction. C'est la zone du monde la plus pauvre, avec des niveaux de vie qui sont très inférieurs à ce que l'on trouve ailleurs dans le monde. C'est la zone où, si vous mettez le PNB agrégé hors pétrole, on a un PNB égal à celui de la Finlande. Donc il y a beaucoup de misère, beaucoup de contradictions. En Tunisie, il y a la rencontre entre une jeunesse super éduquée, totalement frustrée, pas employée. Les taux de chômage dans le monde arabe aujourd'hui sont partout extravagants, extrêmement dangereux pour tous les pouvoirs en place, de l'Arabie Saoudite à l'Égypte. C'est pas un sujet de gaieté pour nous. Nous, notre problème, c'est d'essayer de stabiliser cela. Non, mais comme je le disais en début d'émission, les jeunesses du monde arabe savent désormais qu'elles peuvent agir sur leur devenir. Quand j'étais ministre de l'Europe, il y a encore quelques mois, on s'efforçait d'amener le Maroc et la Tunisie comme partenaires privilégiés de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette contradiction dont souffrent ces pays, le jeu ne consiste pas à dire « je jette
avec l'eau du bain. Certains ont été tentés de faire ça. Je ne mets pas de nom, mais vous avez compris. Certains sont tentés de faire ça, et je dis attention danger. Parce que ces pays ont besoin de temps pour fabriquer les éléments d'une démocratie. Et à l'inverse, ceux qui disent il faut absolument garder tous ces régimes en place parce que c'est la sauvegarde de son islamisme ont également tort. Donc la voie moyenne, et c'est la question du Bervitine, qu'est-ce qu'il y a d'intelligence? Il y a à les aider, c'est le rapprochement avec l'Europe, le voisinage, l'Union pour la Méditerranée, la formation des partis politiques, la démocratie, la télévision, le tourisme, tout ce qui peut rapprocher les peuples, les aider politiquement, les accompagner dans leur développement, et surtout pas dire bon, ceux-là ils sont pas bien, on les renvoie, comme si miraculeusement demain il y avait une alternative démocratique. Une dernière remarque. Moi j'ai vécu la fin de la guerre froide en Europe. J'ai même travaillé avec les partis émergents en Europe de l'Est. Ça fait 20 ans que le mur de Berlin est tombé. S'il n'y avait pas eu l'intégration dans l'Union européenne, des milliards et des milliards d'euros déversés sur ces pays, on aurait eu quoi là? Vous avez vu les Balkans? Vous avez vu le Caucase? Donc vous comparez ces deux faits historiques. J'éloge de la prudence. Attention aux transitions. Il ne faut pas être rigidifié dans un conservatisme absurde de l'histoire. Il faut entendre le message de ces jeunes. Mais de grâce, n'allons pas faire du régime change cher à certains, soit par les urnes, parce qu'on pense que les urnes vont immédiatement donner naissance. Personne ne parle de régime change. Oui, mais, maintenant, ça vient de l'intérieur. Oui, on ne vous demande pas de régime change. Je les entends. Vous demande, mais monsieur vous demande, si vous m'excusez. Laissez-moi juste vous répondre. Je les entends. En précisant donc c'est les spectateurs ce qu'on appelle le régime change, qui est une expression qu'on emploie plutôt en sciences politiques américaines. Donc, pas seulement en la science politique. Il est arrivé au gouvernement américain de l'utiliser. Imposer la démocratie de l'extérieur. Imposer la démocratie de l'extérieur. Soit par les urnes en renvoyant les régimes en place. On vous demande tout simplement de neutralité bienveillante. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous l'avez. Alors, pardonnez-moi, Mathieu Guider voulait intervenir. Vous avez notre aide. Alain Finkielkraut et on repart au Caire. Mathieu Guider. Je n'aime pas la posture intellectuelle face à cette affaire. Il n'y a pas à poser la question sous la forme de peur. Il n'y a pas à avoir peur. L'Europe a les moyens de contrer toutes sortes de menaces, les États-Unis également. Donc la posture aujourd'hui face à un événement non, mais on majeur... peut se demander si l'Égypte reste une alliée, et notamment si elle maintient ses traités et son rapport à Israël. Mais tout à fait. Qui, mais pour l'Occident, a une importance. Mais la posture intellectuelle de poser la question de la peur n'est pas la même chose que de poser la question que faire. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc sur le fond, je réponds sur la peur une fois pour toutes. Il n'y a pas à avoir peur des frères musulmans. Ce ne sont pas les pires. Ça peut rassurer, ça peut ne pas rassurer. Vous commencez en voulant être rassurant, vous terminez avec une formule qui laisse entendre qu'on a raison de s'inquiéter. Je veux dire, il vaut mieux avoir cela plutôt que d'autres. Alors pourquoi il ne faut pas en avoir peur? Et je vous rappelle que vous nous avez dit en début d'émission que leur but était l'instauration de la charia. Tout à fait, mais pourquoi il ne faut pas en avoir peur? Parce qu'en interne, ils n'ont pas les moyens de leur programme politique. Il y a l'armée majeure, acteur majeur de tous ces pays-là. Oui. Et en externe, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Parce que nous pouvons contrer toutes sortes de menaces de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas à avoir peur. Ni demain, il ne va pas y avoir des frères musulmans en France, personne ne sera envahi. Nous, on ne peut pas toucher à notre liberté, c'est fondamental. Est-ce que vous nous dites que l'armée ne laissera jamais les frères musulmans, par exemple, arriver au pouvoir et que éventuellement, elle le reprendra par... Oui, je pense que si on arrive à un processus de type Algérie 92, il se passera exactement ce qui s'est passé en Algérie en 92. Alain Finkielkraut, avec une question, vous réagissez à ce qui s'est dit, mais en même temps, on a l'impression que les révolutions des pays de l'Est, après la chute du mur, vous ont davantage, on va dire, enthousiasmé que les révolutions au sud de la Méditerranée. Alors, est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Oui, alors c'est pas des révolutions, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais... C'est tombé en chaîne parce que Gorbatchev a décidé de plus jamais employer la force pour les défendre. Il était mort. Vous faites bien de le rappeler, Hubert Védrine. Moi, j'aime bien quand vous êtes notre consultant. Mais j'ajoute quand même, l'idée, c'est la chaîne. C'est donc la chaîne qui nous préoccupe en ce moment. Oui, oui. Les causes sont alors, pardonnez-moi, c'est Alain Finkielkraut que j'ai posé la question. Il y a un nouveau thème qui est apparu depuis 3 jours. C'est le silence des intellectuels vis-à-vis de ce mouvement dans le monde arabe, opposé, justement, à leur... émerveillement bavard au moment de la chute du mur de Berlin. Et pour ma part, je suis attaqué, mais d'abord, non pas pour mon silence, puisque je me suis exprimé, oui, je crois que vous exprimez, vous. Mais pour ma prudence. Comme si les intellectuels n'avaient pas le droit au questionnement. Ils doivent s'indigner ou ils doivent s'enflammer. Autrement dit, ils doivent lire sur un prompteur le texte rédigé pour eux
par les commissaires du politiquement correct. Et s'ils ne le font pas, alors le politiquement correct s'énerve. J'ai été interviewé par un journaliste du Monde, j'ai dit mon enthousiasme vigilant, si je puis dire, ça ne suffit pas, et donc les intellectuels, dit-on, sont omnubilés par l'islamisme, incapables de penser une démocratie arabe, ou juste ignorants. Et on cite Daniel Lindenberg, chercheur en raciste et en réactionnaire, on a la spécialité qu'on peut, qui nous explique que c'est bien entendu, et d'ailleurs on l'a entendu du Caire aussi, parce que nous avons des préjugés anti-arabes, que nous avons cette prudence ou cette vigilance. Eh bien non. Donc, nous sommes d'accord, les peuples sont égaux devant la révolution. Les peuples sont égaux, je l'ai dit, d'où effectivement la surprise heureuse qu'a constitué ce mouvement. C'est bien de Mais le nous redire. expliquer aujourd'hui que les frères musulmans existent à peine, sont brandis, sont des créatures du pouvoir, c'est quand même faire bon marché de la réalité. Et puis il y a une autre réalité. Comment le régime Moubarak essayait-il d'être populaire malgré tout en Égypte? Eh bien, il essayait de faire oublier, de faire pardonner son ignoble traité de paix avec Israël. Et comment le faisait-il? Par notamment un feuilleton qui reprenait les protocoles des sages de Sion, ce chef-d'œuvre de l'antisémitisme européen. Je n'ai pas vu un mouvement, si vous voulez, unanime de l'intelligentsia égyptienne pour dénoncer ces pratiques. Et donc, Hubert Védrine a tout à fait raison de dire que les Israéliens doivent composer avec cette nouvelle réalité et peut-être aussi s'enthousiasmer un peu pour la révolution démocratique dans le monde arabe, mais nous ne sommes pas à l'abri, c'est pour ça que la référence iranienne doit nous servir, de quelque chose qui irait plus dans le sens du choc des civilisations que dans le sens de l'instauration d'une démocratie visant à assurer à son peuple une vie digne et décente. Voulez-vous répondre, Moulay Hicham, et puis on va se tourner à nouveau vers Alaa El Aswadi. Je veux certainement quelque chose à dire. Je veux dire deux choses très rapidement. D'abord, en ce qui concerne Israël, je pense que même après le régime Moubarak, le nouveau régime, il n'y aura pas de mise en cause fondamentale du traité de paix avec Israël. Ceci étant... Qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Écoutez, la révolution, tout changement de régime, le nouveau régime est obligé d'être réaliste avec des données, sur le terrain. En fait, c'est aussi dans l'intérêt de l'Égypte. Néanmoins, d'être un suppléatif. Excusez-moi, si je vais vous poser une question. Laissez-moi vite finir. Ce qui n'est pas comparable, mais il y a 30 ans, quand Chapour Bakhtiar fait la révolution iranienne. Je finis tout de suite mon idée. Est-ce que vous aviez une seconde en tête l'idée que l'Iran pouvait absolument changer d'alliance? C'est totalement j'ai différent. laissé faire le ministre, c'est pas bien, mais on est répondez. une révolution en retard. Non, mais dans une révolution, c'est possible ça d'arriver à des changements d'alliance. Non, il vous dit que vous avez une révolution de retard. Absolument. Non, mais dans une révolution, c'est possible d'aboutir à des changements d'alliance ou pas? Mais j'arrive à ça. J'arrive à ça, si vous me laissez finir. Donc, le traité égyptien, à mon avis, égypto-israélien, est dans l'intérêt. Mais, quelque chose de fondamental, pour que l'Égypte et le peuple égyptien deviennent un suppléatif à la politique d'AIPAC, ça, c'est quelque chose d'exclu. À savoir, vous ne verrez plus l'étranglement de Gaza. Vous ne verrez plus une persécution du Hamas. Vous verrez maintenant des opinions arabes qui vont être plus pragmatiques et vous verrez une politique israélienne et une politique égyptienne qui doit tenir compte de ça. Vous venez de nous dire que les Égyptiens vont enfin se comporter normalement avec les Palestiniens? Oui, mais je dis Je le dis avec mes mots, hein. Oui, je dis normalement, mais normalement, c'est pas les asphyxier. C'est ce que le régime... Alors, se comporter correctement. Exactement, correctement. Et l'architecte de cet asphyxiement, c'est bien Omar Suleiman. Et il faut appeler les choses par leur nom. Non, pardonnez-moi. Non. Gaza, même avant Moubarak, était pas avoir rendu Gaza un camp d'enfermement, un camp de concentration, un ghetto, est une politique du régime égyptien. Non, Altesse, franchement, Gaza a toujours été un problème avant même la guerre de 67, oui, mais sous les Égyptiens. À mon souvenir, on n'a pas fait un blocus. Très important ce que vient de À nous mon dire. souvenir, on n'a pas non plus lancé du gaz. Je pense qu'il serait raisonnable de ne pas partir sur les Palestiniens et Israël, ou en tout cas pas tout de suite. Je finis une dernière chose, très vite, concernant les frères musulmans. Très vite et concernant. La suite des événements dépendra sur la transition.
Il y a quelque chose qui a à voir étroitement avec l'agence humaine. On a une donnée, on a un triangle à trois données ici. On a le régime, l'armée, on a les frères musulmans et on a les autres forces dans la société. Et il va falloir articuler tout ça. Ce qui veut dire donner la possibilité, créer le cadre pour que d'autres forces émergent, faire une constitution, une nouvelle constitution. La constitution finale peut prendre du temps. Mais ça veut dire aussi peut-être introduire une proportionnelle dans la prochaine élection, afin d'autoriser négociation et autoriser que des coalitions se construisent. C'est l'essence même de l'agence. Je voudrais juste faire réagir Ala El Aswany à ce qui vient d'être dit. Et on a appris il y a quelques instants que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, disait lui-même qu'il craignait un scénario à l'iranienne. Il ne dit pas qu'il va arriver, mais qu'il le craint. Est-ce que vous pouvez le rassurer, Ala El Aswany? Non, avant de dire ça, je dois vous dire que je dois vous remercier, monsieur, qui était vraiment très clair et très honnête. Et il a dit que ce n'est plus la peur des frères musulmans, mais c'est qu'il a dit que les Égyptiens et peut-être les Arabes, à son avis, ne sont pas vraiment très préparés pour la démocratie maintenant, parce qu'il y a des éléments à apprendre. Et il nous a conseillé aussi en Égypte d'avoir plus de touristes. Comme ça, les touristes vont nous apprendre à pratiquer la démocratie. Je dois lui dire que, avant de faire des analyses pareilles, on doit avoir de l'information. Et je dois dire que l'Égypte a eu le premier parlement du 19e siècle, le premier parlement de la région arabe était en Égypte en 1840. On a eu la première constitution. On a eu le premier parlement, les premières élections. Alors, je pense que ce monsieur, mon cher ami, il a un devoir à faire. Hein, il doit lire un peu sur l'Égypte avant de dire des analyses pareilles. Alors, c'est très clair, monsieur, je vous remercie. Ce n'est plus les frères musulmans, mais c'est la question que les Égyptiens ou les Arabes ne sont pas préparés pour la démocratie. Je dois vous dire que la démocratie, pour nous, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la justice. Alors, vous avez, et maintenant, la scène en Égypte est très claire. Il y a la dictature qui a tué les Égyptiens, qui a torturé tout le monde, qui a fait tous les crimes que vous pouvez imaginer sur un côté, et il y a le peuple égyptien sur l'autre côté qui demande la liberté, qui demande l'égalité, qui demande les droits de l'homme. Alors, monsieur, et je vous remercie parce que vous présentez pour moi un modèle de réfléchir qui existe à l'Occident, vous avez le choix. Ou bien de dire que les Arabes ou les Égyptiens sont des êtres humains comme les Européens, alors si vous acceptez ça, vous devez soutenir cette révolution, ou bien vous pensez que nous sommes moins que les Européens, alors nous ne sommes pas vraiment des êtres humains 100%. Et ça vraiment, c'est une opinion avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je peux vous montrer que nous sommes tant des êtres humains comme vous. Alors, le débat est très clair maintenant. Il n'y a plus les frères musulmans, il n'y a plus cette peur, mais il y a ce que j'appelle le racisme. Je suis désolé, mais cette opinion est raciste, par définition. Parce que on doit accepter la liberté, les droits de l'homme pour tout le monde. Moi, Monsieur Netanyahou peut dire ce qu'il veut, c'est pas vraiment mon problème. Mon problème maintenant, c'est mon pays. C'est votre voisin et c'est un pays qui a été en guerre contre l'Égypte. Très bien, mais je pense que Monsieur Netanyahou est une personne intelligente et aussi il y a des officiels et des ministres intelligents en Israël, et je pense que si on est intelligent, on peut comprendre rapidement que si on fait la paix avec un gouvernement démocratique élu, ça sera vraiment une vraie paix, la paix vraie. Mais si on soutient, comme exactement Israël a fait, si on soutient
des dictateurs corrompus qui sont en train de torturer le peuple, et ça arrive un jour à un moment comme le moment que nous vivons maintenant où il y aura vraiment des problèmes. À la El Aswani, on peut se réjouir de ce qui se passe en Égypte pour le peuple égyptien et se poser des questions sur l'avenir sans, je dirais, se faire taxer de raciste et en aucun cas, et en particulier sur ce plateau. Mais alors, du coup, je pose quand même la question à Moulay Hicham, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une projection raciale, voire raciste ou post-coloniale, qui nous empêche de projeter ces pays dans un avenir meilleur, les pays du monde arabe? Si vous le pensez, c'est le moment de nous le dire. Je pense qu'on est encore dans une vision orientaliste de ces sociétés. Je m'inclus, moi, journaliste, dans... C'est-à-dire qu'on les voit trop de l'extérieur et pas assez de l'intérieur. On oublie une chose, c'est qu'il y a deux événements fondamentaux, l'Égypte et la Tunisie. On est dans un autre monde aujourd'hui. Le monde arabe arrive avec 20 ans de retard, mais écoutez, c'est comme un décalage horaire. Nous ne vivons pas sur une autre planète. Ce sont des vagues. La troisième vague de démocratisation a pris du temps. Elle a d'abord été initiée au Portugal, ça a pris du temps avant que ça arrive en Grèce, ça a pris du temps. Ce sont la sociologie des idées et comment ces idées voyagent. On va vous dire que, bien entendu, que le cours de l'histoire a déjà changé, c'est évident. Vous avez raison de nous le rappeler. Mais moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que pour autant, on oublie le conflit israélo-arabe et on oublie l'islamisme radical dans tout ce qu'il a d'inquiétant? Moi, je pense, pour d'abord parler du conflit israélo-arabe, il y a une donne fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir compter avec les opinions arabes. Les pactes autoritaires de stabilité et de stabilisation, c'est fini. Les discuter dans les couloirs d'Oslo pour fabriquer des documents qui sont non viables, c'est fini. Maintenant, il va falloir discuter sur la base de la parité et du respect mutuel. Voilà pour le processus de paix. Maintenant, oui. Vous voulez qu'on parle de l'islamisme? Je vais demander, on va y revenir, mais je voudrais que Mathieu Guillet réagisse. Vous avez fait une réponse très claire. Non, c'est sur la question les Arabes et nous qui est la vraie question dans cette affaire. Les Arabes et nous, c'est la position des intellectuels en particulier. Et là, je crois que tous ceux qui avaient vraiment du regret de discuter avec des dictateurs devaient être décomplexés. Et tous ceux qui espéraient la démocratie devaient être décomplexés. On devrait se retrouver droite et gauche en applaudissant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Sincèrement, il faut le faire. Il faut le faire de façon claire, franche et sans arrière-pensée. Bien. Je le fais donc ce soir. Je suis à l'université française, donc je le fais. J'applaudis ce qui se passe dans ces pays-là. Je l'encourage et j'espère que toutes ces dictatures, avec toutes leurs horreurs, vont tomber les unes après les autres. Bien. Maintenant, sur la question nos peurs à nous, je crois que nos peurs sont gérables, relèvent du psychologique et non pas de la politique. On peut les gérer parce que nous avons un certain nombre de cartes à gérer avec nous. En particulier, moi j'appelle de mes vœux que l'on soutienne les jeunesses. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une négociation entre... Pour moi, cette révolution est un choc des générations. C'est-à-dire vous avez une génération qui a fait sa révolution, là, qui est en train de la faire, et vous avez la génération des années 60, 50, 60, qui veut maintenir encore, qui veut éventuellement négocier, alors que cette génération, elle est issue des indépendances et elle a démontré son incapacité totale, son incompétence depuis 60 ans à peu près, c'est toutes les indépendances datent des années 50-60, à donner une meilleure vie à cette jeunesse. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est la jeunesse. On ne la voit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons en Égypte le chef des services de renseignement qui a tenu l'Égypte depuis à peu près 20 ans, qui est le vice-président. Et donc qui reprend, il a choisi... Je rappelle, parce que c'est quand même historiquement ahurissant, c'est pour la première fois depuis 1954, des membres du plus ancien mouvement islamiste négocient avec un régime qui les a traqués. Oui, mais c'est hier, qui les a torturés, qui les a mis en prison. Oui, oui, mais tout à fait. Mais là, on a un chef des services de renseignement... exécuté, ça a lieu. Oui, mais je peux vous assurer que le chef des services de renseignement a choisi minutieusement lesquels des frères musulmans vont négocier avec lui. Ne vous trompez pas, la situation n'est pas très différente à Tunis. Donc c'est à qui il lance des invitations. C'est une question de génération. La génération des jeunes dans le monde arabe est en train de mourir pour cette révolution. Elle est en train de se faire voler sa révolution. Et donc, nous, aujourd'hui, si on a une vraie position à faire, c'est de dire bravo et de soutenir ces jeunesses.
Alors, il faut qu'on parle diplomatie. Peut-être que la remarque que je voulais vous faire, Alain Finkielkraut, c'est on s'est très souvent inquiété avec des kamikazes. Or, ceux qu'on a vus mourir dans ces révolutions, ce sont des gens qui s'immolent. Et du coup, notre regard se doit de changer. Bien sûr. Il y a une souffrance qui ne se fait pas aux dépens des autres. On est rentré dans l'ère du sacrifice pour la révolution. Absolument. Ça n'a rien à voir avec des dingues qui se font péter avec des... Ça n'a strictement rien à voir. Voilà pourquoi nous devons soutenir ce mouvement. Et il a quelque chose, par-delà les différences en Tunisie, en Égypte, en Algérie aussi, d'admirable. Cependant, ce soutien ne doit pas être inconditionnel. Et quand j'entends tomber sur l'un d'entre nous, on voudrait bien d'ailleurs tous savoir lequel, l'accusation de racisme, je suis complètement atterré. Nous avons dit les uns et les autres qu'un peuple était toujours déjà mûr pour la liberté. Nous avons fait part de cet enthousiasme, de cette admiration, mais là, l'Égypte vit à l'heure de la mondialisation. En France, comme en Égypte, l'accusation de racisme tend à devenir l'équivalent contemporain de la vipère lubrique ou de la hyène dactylographe de la période stalinienne. Donc, on a envie de dire, ça commence à bien faire. Et vous avez parlé de la nécessité de tenir compte aujourd'hui des opinions arabes. Mais si l'opinion que vous appelez de vos vœux, avec ou sans les frères musulmans, arrive au pouvoir, eh bien, il y a un risque pour la paix pour la paix si fragile, si incertaine, entre Israéliens et Palestiniens, parce que cette opinion soutiendra exclusivement le Hamas. Ce sera un coup fatal pour l'autorité palestinienne et ce sera un coup fatal aussi pour la solution de deux États. Et celui qui vous dit cela n'est pas comme j'ai été, on l'a dit dans Libération ce matin, la secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l'homme, un défenseur des intérêts de la droite israélienne. Je suis du côté de la gauche israélienne depuis 30 ans et j'ai signé l'appel J-Call pour une paix négociée et c'était une critique très ferme, très résolue de la politique israélienne actuelle, celle de Benyamin Netanyahou. Donc que les choses soient claires. Mais si aujourd'hui cette opinion arabe chauffée à blanc, eh bien, fait la décision quant au rapport entre Israéliens et Palestiniens, je pense qu'on va au pire. On va vers le pire. Hubert Védrine. Alors, deux choses, si vous permettez. D'abord, il faut quand même répondre à notre ami qui est l'auteur d'un roman magnifique. De plusieurs romans magnifiques. D'une œuvre magnifique. Il a fait un malentendu qu'il faut lui expliquer. C'est que quand nous avons parlé, Pierre Lelouch et moi, de la façon d'aider les processus en cours, j'ai cité le tourisme parce que c'est idiot que les touristes européens sont en train d'annuler leur séjour en Tunisie. C'est de ça dont il s'agissait. Et ça va porter un coup négatif à l'économie tunisienne au moment où auront lieu les élections. Donc il ne faut pas du tout faire ça. C'est une forme de solidarité de n'annuler ni en Tunisie ni en Égypte. Ça, c'est le premier point. Pardon, M. Védrine, c'est pour ça que j'ai demandé, depuis le début, vous avez dit que je ne m'étais pas exprimé. Si, je me suis exprimé au début de cette crise pour demander à nos entreprises, nous avons 1200 entreprises en Tunisie, nous faisons 100 000 emplois induits par les sociétés françaises, je leur ai demandé de rester. Et j'en fais de même d'ailleurs pour la totalité de nos entreprises. On a quelque chose comme 300 000 emplois générés par les sociétés françaises dans le monde arabe. Il faut absolument continuer. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État du commerce, au commerce extérieur. C'est très important. Il faut que notre ami comprenne que c'est à l'extrême opposé d'une réflexion paternaliste. C'est exactement l'inverse. Deuxième remarque. Vous nous avez aiguillé depuis le début sur la peur de l'islamisme. Vous avez raison, parce que l'opinion européenne est dévorée par cette peur. Ça. Et américaine un peu, israélienne beaucoup, mais pour des raisons un peu différentes à chaque fois. Moi, je pense que ce à quoi nous allons devoir nous adapter pour l'accompagner intelligemment, nous Européens, ou les Américains, ou les Israéliens, qui vont être enfin obligés d'entrer dans le processus de l'État palestinien, pour diminuer les risques dont vous avez parlé, Alain Finkielkraut, à juste titre. C'est pas l'islamisme, c'est un nouveau nationalisme arabe. Absolument. Donc ce qui va surgir, c'est pas l'épouvantail islamiste comparé à l'Iran. C'est des Arabes qui vont sortir de l'espèce de neutralisation, lobotomisation qui avait été infligée à l'Égypte et qui verrouillait le truc depuis 30 ans. C'est une population arabe démocratique, vigoureuse, qui va dire non à certaines choses, qui va être exigeante. Et il faut qu'on ait un accompagnement dynamique par rapport à ça. Et c'est possible, aussi bien en Israël qu'en Europe. Bien sûr.
C'est plutôt ça le problème sur lequel il faut réfléchir pour se préparer. Ça fait des années moi-même que je dis que la démocratie est naturellement possible dans le monde arabe, naturellement. Cette révolution en Tunisie qui a engendré les autres ou les mouvements ailleurs est une révolution qui est tout sauf islamiste. Tout sauf islamiste. Et vraiment, je la compare, moi, beaucoup plus à ce qui s'est passé en Europe qu'à des événements précédents dans le monde arabe. Et puis elle sera vraiment soumise à l'Occident. Non, non, pas du tout soumise. Mais non, elle ne sera pas soumise à l'Occident. Je pense qu'il appartient à la société arabe. C'est pour ça que je suis très confiant. J'entendais encore ce matin une Égyptienne dans un français parfait, mais prise dans une manifestation au Caire. Les Américains, on ne veut plus qu'ils régissent notre monde, hein, qu'ils s'occupent des Israéliens s'ils en ont envie. Mais nous, aujourd'hui, on veut être libre dans une Égypte. L'idée était non alignée et nous prenons notre destin en main. Voilà. Alors, toute la question, c'est de savoir comment. Parce que la difficulté dans toute cette histoire post-coloniale, il faut quand même voir que le monde arabe a été colonisé par les Turcs. Ça a été une immense civilisation. Ça a été une immense civilisation jusqu'au Moyen-Âge européen. Et puis brutalement, et c'est le questionnement de beaucoup de mes amis intellectuels arabes, pourquoi est-ce que brusquement, à partir du XIIe, XIIIe siècle, la civilisation passe à l'Europe, qui était sous-développée, et nous devenons sous-développés? Ça, c'est la question que se posent les Arabes depuis presque 7 siècles. Donc c'est un vrai questionnement. La question, comment est-ce qu'on en sort? Est-ce que la démocratie est possible dans le monde arabe? Oui. Sous quelle forme? Ce serait une tension entre l'idée de nation, l'idée d'islam, la fabrication de partis politiques. Et c'est pour ça que moi, je peux vous parler d'un pays que je connais bien, qui est la Tunisie, à cause de ses classes moyennes, de la libération de la femme depuis Bourguiba, j'ai confiance. Est-ce que vous êtes d'accord, excusez-moi, avec Emmanuel Todd, qui dit régulièrement, pardonnez-moi, non, mais vous venez de parler de l'islam, donc c'est intéressant, qui dit, écoutez, en Occident, en dépit de ces énormes drames historiques, finalement, la religion a accompagné tous les mouvements de libération, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas aussi dans une islam, dans un islam et dans le monde arabe. Il va un peu vite, Monsieur Todd. Il y a eu des époques. Je le cite en contractant son propos. Il est plus franchement du côté de la liberté. Il y a eu, vous savez, il y a eu la réforme. Il y a eu des moments pendant la période révolutionnaire où on a quand même mangé du curé jusqu'au siècle dernier, enfin le début du dernier siècle. Donc l'histoire de la formation de la liberté par rapport à la religion, c'est quelque chose que nous avons bien connu, y compris dans notre pays. C'est pour ça que je dis. D'abord, je m'en mêle pas, c'est l'affaire des Égyptiens et l'affaire des Tunisiens. Je leur fais confiance. Je suis prêt à les aider avec tous nos moyens, nos entreprises, nos partis politiques, aidons-les. Mais de grâce, pas de naïveté. Faisons attention à gérer avec prudence ce processus. Voilà ce que je dirais. Et du côté de la France, je dirais, aidons-les, prenons le temps, accompagnons-les, s'ils le souhaitent. Et tout ce que nous avons mis en place ces dernières années, de l'Union pour la Méditerranée aux politiques de voisinage de l'Europe, on met quand même beaucoup d'argent. Un tiers du budget d'aide de l'Europe va au sud de la Méditerranée, c'est pas rien. Continuons. Allah El Aswani, est-ce que la voix de la France, d'une quelconque façon, se fait entendre en Égypte et est-ce que vous pensez que notre pays peut accompagner la révolution que vous vivez vous intensément? Vous nous avez rappelé au début de cette émission que dès le début, vous aviez été présent et vous aviez accompagné ce qui se passait dans votre pays. Oui, j'étais dès le début, j'étais dans les manifestations, j'ai couru, ils ont jeté, comme je viens de dire, le régime a commis tous les crimes, on a arrêté les gens, on a battu, on a tué les gens, on a tué des centaines des Égyptiens. Et moi, j'étais toujours dans la révolution. J'ai parlé plusieurs fois devant 1 million et demi de personnes. Je vous dis que les gens qui font la révolution en Égypte sont très sensibles de l'opinion du peuple en France, parce qu'on sait très bien en Égypte que le peuple ne signifie pas toujours le gouvernement. Et moi, je lui ai dit, ils m'ont posé les questions parce que j'ai des liaisons avec la France. Et que penses-tu, les Français, les Français, que pensent-ils de nous? Nous sommes en train de mourir dans les rues. Ils tirent sur nous. Et j'ai dit, écoutez, moi, je suis francophone et je suis sûr qu'il n'y a aucun Français qui peut vraiment être contre la révolution, parce que vous êtes en train de mourir pour la liberté, et la liberté, c'est quelque chose que les Français comprennent très bien, peut-être mieux que d'autres. Je voulais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que, non pas
votre révolution peut vous être confisquée, mais qu'en tout cas, le président Moubarak peut se maintenir plus longtemps qu'on ne l'imagine aujourd'hui en Europe au pouvoir et être encore présent dans les mois à venir pendant cette transition démocratique dont nous parlons tous. Non, je pense qu'au niveau moral, le régime est fini parce qu'on ne peut pas se tenir moralement quand on est en train de tirer sur son propre peuple. Au niveau politique, le régime est fini parce que dans même les élections qui sont des élections de Moubarak, ils ne peuvent pas dire que les voteurs pour Moubarak étaient 4 millions, par exemple. Et c'était pas vrai. Maintenant, les manifestations sont entre 8 millions et 10 millions. Alors, au niveau politique, le régime est fini. Ce qui reste, c'est le niveau pratique. Le niveau pratique, ça veut dire que le régime reste, la machine de l'oppression reste à la main du régime. Et moi, je pense qu'aucun régime peut vraiment vivre longtemps avec seulement son pouvoir de tuer sur les gens et de les tuer. Je pense que cette révolution a terminé le régime. On attend l'annoncement. On attend que M. Moubarak, dans un moment donné, annonce qu'il va quitter le pouvoir. Merci beaucoup, Alaa El Aswani. Je rappelle que vous interveniez en duplex et en direct ce soir du Caire et qu'on attend avec grand plaisir votre prochain livre, car ils ont beaucoup de succès en France. Hubert Védrine, est-ce que la diplomatie américaine a mieux réagi que la diplomatie française dans ce qui vient de se passer ces derniers jours en Tunisie et en Égypte? Bon, d'abord, la controverse initiale sur qui a prévu quoi est vaine, parce que par définition, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Ailleurs dans le monde, il y a des situations dont on dit qu'elles ne peuvent pas durer, mais elles durent jusqu'au jour où elles s'effondrent et que personne ne connaît. Ça est un peu vain. Bon, l'accompagnement par la diplomatie française n'a pas été le plus brillant possible, je dirais, par courtoisie, euphémisme. Mais même si vous regardez les États-Unis, c'est pas évident d'ajuster les choses par rapport au fait qu'ils ne veulent pas perdre ce point d'appui essentiel, qu'ils ont peur que ça mette en cause la paix avec Israël, tout en étant furieux contre les refus opposés par Netanyahou et Obama sur ces demandes. Bon, c'est assez complexe. Ils ne veulent pas passer à côté d'un mouvement, donc vous avez vu que Hillary Clinton et le président Obama ajustent petit à petit en tâtonnant, ce qui est normal. C'est pas choquant. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça change pas grand-chose, et ça nous renvoie à quelque chose qui est un peu vexant pour nous, qui est le fait que c'est pas nous qui avions mis en place ces régimes, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas nous qui les avions maintenus, c'est pas nous qui les avons renversés, ou à moitié, et nous devons simplement nous adapter intelligemment à des régimes arabes redevenus plus nationalistes, moins arrangeants, moins accommodants. Donc trouver notre place de puissance moyenne? Non, c'est pas ça, parce que les États-Unis ne sont pas une puissance moyenne. Je parle des Occidentaux en général. Mais moi, je vous parle de la France. Il y a plein de... La France, elle est plus qu'une puissance moyenne. C'est une puissance quand même d'influence mondiale. Il y a le Conseil de sécurité, il y a beaucoup de choses. C'est pas le pays numéro 90 sur 192. Bon, il y a toute une lamentation française excessive. La prétention est absurde, mais l'excès consistant à raser les murs n'a pas de sens non plus. C'est un pays qui a des atouts. Et je pense que nous pouvons tout à fait encore, avec les autres pays européens importants, en parlant avec la Turquie, en parlant avec les Israéliens qui ont des sensibilités différentes sur ce sujet, entre eux, en parlant avec les Américains, bâtir une politique intelligente d'accompagnement pour des années. Moi, je m'attends même à un processus sur des décennies. Parce qu'on ne va pas faire la démocratie comme ça. Depuis des décennies. Non, mais le vrai démarrage, c'est-à-dire l'effondrement des régimes autoritaires, la démocratisation au sens fort, c'est un processus long. À mon avis, ça ne va pas du tout ressembler à l'Europe de l'Est. Notamment parce qu'il n'y a pas justement la réponse de l'Union européenne qui peut être là sur ce sujet. Donc on aura intérêt à avoir une sorte de concertation, d'accompagnement intelligent, fondé sur ce qu'ils demandent, parce que ça peut pas être de l'ingérence ou du patin. Pourquoi ça irait plus lentement qu'en Europe de l'Est? Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'instaurer la démocratie que de la restaurer. C'est beaucoup plus compliqué dans des sociétés qui ne sont pas homogènes, dans lesquelles certaines d'entre elles ne le sont pas, dans lesquelles le degré de formation n'est pas le même. En Europe de l'Est, ça dépend si on prend les pays qui sont entrés dans l'Union assez vite, mais il a fallu quand même 15 ans entre l'effondrement de ces régimes et l'entrée dans l'Europe, et encore, c'est pas complètement fini. C'est pas complètement fini, Pierre Lelouch a raison. Donc c'est un processus très long. Et moi, je redis ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est que je pense que ça concerne bien au-delà des pays arabes. Tous les pays autoritaires dans le monde, ou pas assez démocratiques, ils sont inquiets, ils regardent, maintenant ils sont instruits, ils vont faire attention. Donc ça va influer aussi bien sur les politiques chinoises et autres que sur les politiques arabes. C'est le début d'un événement qui me paraît tout à fait considérable. C'est pour ça que je parle d'accompagnement. Monsieur Védrine a raison. Le processus est clairement enclenché, mais il prendra du temps à se déployer correctement.
Mais vous attendez d'autres mouvements de ce type dans des pays voisins, là, dans les semaines ou les mois à venir? Laissez-moi vous dire tout simplement une chose très vite. En Égypte, une imperfection qu'on voit déjà, on voit le modèle turc s'annoncer. Un modèle turc pas... je ne parle pas du PJD actuel, je parle avec une armée qui est derrière, qui tient, qui balise le terrain et donc qui arbitre au début avec plus ou moins de la force. Et petit à petit, ces pactes se refaire jusqu'à ce que la démocratie émerge. Un autre problème de ces démocraties, même s'il y a une percée, comme en Tunisie, parce que je la vois beaucoup plus tôt qu'on le pense, le problème de ces démocraties, c'est qu'elles risquent de devenir inefficientes. Et donc, elles risquent de connaître des flottements. Et donc, risquent de créer, pas un reflux, mais une espèce de mécontentement. C'est un problème qu'on connaît dans les transitions. Qui pourrait faire le jeu de qui? C'est inquiétant ce que vous dites. Ça dépendra des forces sur le terrain. Tout processus n'est pas imparfait. Maintenant, concernant... Là, vous venez de nous dire le pire n'est pas obligatoire. Ah non, c'est une croissance, c'est des processus qu'il faut incuber, aider, mais bien sûr sans intervenir, sans être dominant. Mais dans tout ça, ce sont les acteurs qui négocient, qui renégocient leurs arrangements. En Europe, Adolf Hitler est parvenu au pouvoir avec des voix clairement exprimées, selon un processus démocratique. Donc nous, on a toujours, dans notre cerveau reptilien, on a encore ça à l'esprit. Et pas seulement reptilien. Je ne dis pas qu'on a eu des Adolf Hitler dans notre région du monde, mais on a eu quand même des dictatures assez rudes. Et je crois que avec ce mouvement, on en sort. Mais chaque pays sera à sa propre vitesse. Il n'y aura plus d'exception arabe. Aucun pays ne pourra dire il y a une exception, mais chacun a sa vitesse et chacun a sa manière. C'est très important ce que vient de dire Moulay Hicham. Il n'y aura plus d'exception arabe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je pense que les peuples arabes, en l'occurrence le peuple tunisien et le peuple égyptien, ont saisi une occasion extraordinaire qui est celle de prendre en main leur propre destin. C'est la première fois, et en effet, les références, ou certaines des références, pas toutes, sont explicitement démocratiques. Et on le voit sur la place de la Liberté au Caire. Il faudrait cependant que l'islamisme et le nationalisme ne prennent pas l'un et l'autre le pas sur cette aspiration démocratique, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et effectivement, Hubert Védrine a raison de maintenir la distinction, mais l'un et l'autre peuvent avoir tendance à faire des Juifs ou d'Israël le bouc émissaire du marasme ou de la stagnation dont parlait Pierre Lelouch tout à l'heure. Prendre son destin en main, c'est aussi regarder la réalité en face et s'éviter la tentation des victimes expiatoires. Alors disant cela, je sais même qu'en France, je vais énerver des gens, puisqu'il y en a beaucoup pour penser que finalement les Juifs, enfin on est entre gens bien élevés, on dira les sionistes, veulent en quelque sorte nous gâcher la fête. Parce qu'ils disent Israël, le traité de paix israélo-palestinien avec ce Netanyahou complètement borné. Et surtout, pour certains, ce shitty little country, c'était un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, ce petit état de merde qui empêche l'établissement d'une alliance des civilisations. Eh bien non, je ne crois pas qu'il faille raisonner ainsi. Il faut en quelque sorte distinguer les choses. Œuvrer par les pressions nécessaires pour une paix israélo-palestinienne, mais combattre, si vous voulez, cette tentation de l'opinion arabe à ériger Israël en coupable universel. Alors, pardonnez-moi, je vais vous étonner, mais le problème de sa consolidation de ces démocraties quand elle arrivera, ce n'est pas si Israël ou par rapport à Israël, c'est par rapport à des données et à des paramètres structurels et structurants. Ça veut dire quelles sont les forces sur le terrain, est-ce qu'il y a de la fragmentation, est-ce qu'il y a des forces centrifuges, est-ce qu'il y a des disparités, est-ce qu'il y a des enclaves de souveraineté, qu'elles soient militaires ou monarchiques ou républicaines. C'est tous ces problèmes qui se posent. Israël et le conflit palestinien est qu'une dimension parmi d'autres. Nous ne nous réveillons pas dans le monde arabe et dire « Ah, Israël est là, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on ne dort pas le soir « Ah, Israël est là ». Ce n'est pas une obsession. Alors Pierre Lelouch, juste une question. Ceux qui critiquent la politique étrangère de la France disent généralement que nous avons brillé, nous Français, par notre silence pendant les révolutions tunisiennes et égyptiennes. Qu'est-ce que la France doit aujourd'hui dire aux oppositions, je sais pas, syriennes, algériennes ou marocaines?
Je crois qu'il est injuste de dire ça. On n'a pas dit autre chose que d'appuyer le mouvement de transition. On l'a fait avec prudence et on a eu raison. Je préfère ça. Vous ne pouvez pas y mettre un peu plus d'allant quand le président de la République dit finalement c'est parce que nous avons un statut de puissance ex-coloniale qu'on est un petit peu écoutez, nous sommes conduit à la réserve. Non, c'est pas une réserve, c'est que franchement dans une phase qui est une phase révolutionnaire dans au moins un pays, dans le second c'est une phase de changement, de transition. Nous avons appelé à la transition, nous l'avons fait avec modération et nous avons bien fait. Parce que nous avons toute une histoire là-bas, parce que nous sommes le premier partenaire de ces pays du Maghreb, parce que l'Égypte est notre allié. Et je préfère cela, disons, à une politique qui consiste à dire au revoir avec l'eau du bain. J'ai vu cela il y a 30 ans en Iran. Vous savez, il y a dans certains pays, dans un de nos grands alliés, Qu'est-ce qu'on leur dit aux oppositions? Attendez, je veux juste vous dire ceci. Il y a l'idéalisme, l'idée que la démocratie est inévitable, soit parce qu'on va l'emmener avec des tanks, soit parce qu'elle va venir inévitablement des urnes. Or, les urnes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ne veulent pas dire automatiquement démocratie. Donc, la politique qui consiste à dire accompagnons ces peuples, aidons-les sur le plan économique, aidons les partis politiques, essayons de faire un accompagnement intelligent. Je pourrais utiliser exactement les mêmes termes. D'ailleurs, nous avons tous les deux utilisé les mêmes termes ce soir. C'est la bonne politique pour notre pays. Deuxième question sur la Voix de la France. Le principal porte-parole de la Voix de la France à l'étranger est son ministre des Affaires étrangères. Alors, Michèle Alliot-Marie a admis 4 erreurs successives en quelques jours. Quelle crédibilité a-t-elle encore pour porter cette parole française ? Écoutez, M. Calvi, il ne vous a pas échappé que je suis membre d'un gouvernement et que donc j'ai pour habitude la solidarité gouvernementale. Il se trouve que j'ai beaucoup d'estime pour Michèle Alliot-Marie. Ce serait ni convenable, ni très correct de ma part de l'attaquer ce soir. Voilà. Et ce que nous venons de discuter toute cette soirée dépasse de très loin le sort d'une seule personne, fût-elle ministre. Ce que vous venez de dire est vrai, mais ça ne suffit pas pour écarter la question. Vous êtes un homme politique responsable, ministre comme elle, et vous êtes au sein d'un même gouvernement. Je vous dis que ne comptez pas sur moi pour critiquer ou attaquer quelqu'un qui passe par une période difficile où elle fait l'objet. Je crois qu'elle a concentré sur elle beaucoup d'attaques et de ressentiments de toutes sortes sur les complaisances. Un mot sur les complaisances. Je peux vous poser la question autrement. Est-ce que vous estimez que la Voix de la France est affaiblie? Non, attendez, non. Parce qu'on a des institutions, un président de la République. Sur les histoires de complaisance qui sont quand même sous-jacentes dans ces histoires, et je ne veux pas faire de mauvaise politique intérieure, appeler l'international socialiste, Ben Ali. Moi, je vais vous dire, je suis né en Tunisie, par le fait même d'être né en Tunisie, on m'a dit, il a des attaches, il a des maisons. Je veux dire, moi, la Tunisie, je l'ai quittée quand j'avais l'âge de 5 ans. Nous sommes partis, nous n'avions rien, ma famille et moi. On a squatté à Paris. Mon père, il était ouvrier chez Renault et ma mère travaillait dans une cantine scolaire. Donc la décolonisation, j'ai vécu. Est-ce que je vais critiquer pour autant la complaisance du gouvernement français avec Bourguiba? C'est bien qu'on ait soutenu Bourguiba. C'est bien qu'on ait soutenu la Tunisie indépendante. Moi, j'oublierai jamais et j'oublie jamais la Tunisie ni mes amis tunisiens. Je leur souhaite bonne chance. Alors, merci pour cette déclaration d'amour pour la Tunisie. Mais c'est vrai. Ma question. Mais qu'on n'aille pas à mélanger tout, la complaisance, les uns, les autres. On a mis tout le monde dans le même sac et on se livre à des espèces de procès politiques. Je vous demandais simplement si la Voix de la France était affaiblie par la situation actuelle de Michèle Alliot-Marie. La Voix de la France, non. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Finkielkraut? Je pense que aller en vacances en Tunisie entre Noël et le jour de l'an, c'est une légèreté qui confine à l'autisme. Et le voyage dans le jet privé d'un homme d'affaires richissime est une circonstance aggravante. Donc je trouve tout à fait légitime qu'on s'en émeuve et peut-être que des sanctions soient prises, puisque le gouvernement actuel, auquel appartient Pierre Lellouche, se targue par rapport au précédent d'être beaucoup plus professionnel. Mais je crois qu'il faut élargir, si vous voulez, le raisonnement et tirer des conséquences tout à fait radicales. Il me semblerait indispensable que des personnes en charge de la France passent leurs vacances en France ou en tout cas pas dans des pays du tiers-monde choisis tout simplement en raison du luxe indécent qu'ils offrent à leurs hôtes de marque. Ça vaut pour Michèle Alliot-Marie. On ne va pas envoyer tous nos ministres à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Oui, mais on n'est pas obligé de les envoyer tous à Marrakech, notamment le président de la République. Mais ça vaut aussi pour les candidats à l'alternance. Je ne suis pas sûr, personnellement,
qu'une propriété, un riad à Marrakech, soit tout à fait compatible avec l'ambition de devenir président de la République. Un peu de rigueur, un peu d'austérité s'impose. Donc le dernier point, c'était pour Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous estimez que la France la voix de la France est affaiblie à travers les difficultés que rencontre notre ministre des Affaires étrangères? Écoutez, pour nous, c'est un épiphénomène. Pour parler franchement, c'est une erreur de jugement. Mais au-delà de ça, faisons en sorte qu'il n'y ait plus d'erreur politique. Et dans le sens plus large. Que ça soit un nouveau début pour être à l'écoute de ces sociétés, d'être avisé et de s'ériger en ami au peuple plutôt que de soutenir aveuglement. Mais quand vous dites, Moulay Hicham, plus d'erreur politique, que voulez-vous dire par là? Soyez plus précis peut-être. Ce n'est pas un voyage en jet privé qui a attiré mon attention, c'est plutôt la première déclaration de la ministre des Affaires étrangères concernant l'aide de sécurité à amener à Ben Ali alors qu'il se trouvait en pleine tourmente. Donc vous avez plus été choqué par la troisième maladresse que par la deuxième, puisqu'elle en confesse. Non, je vous dis encore une fois, la première, c'est une affaire de politique interne, qu'il aille à Marrakech ou à Hammamet bronzé ou à Taroudante pour le Nouvel An, c'est leur affaire. Mais qu'on soit bien d'accord, qu'on soit à l'écoute de ces sociétés, plutôt que d'être aveuglément du côté des gouvernants. C'est tout ce que je dis. Je vous voyais songeur sur l'évocation de Madame Alliot-Marie. C'est à vous que je m'adresse. Donc vous l'êtes encore un peu. Non, je n'ai rien à ajouter. Bien sûr qu'il faut être décent, il faut éviter les maladresses, il faut éviter de dire des choses qui tombent à côté à contretemps, bon, bien sûr. Enfin, je ne pense pas non plus que ce soit le cœur du sujet. Mais je suis d'accord avec l'appel que lance Alain. Mais la maladresse pour un diplomate, c'est quand même ennuyeux, Hubert Védrine. Oui, c'est ennuyeux, oui. C'est ennuyeux, mais je ne pense pas que ce soit le cœur du sujet. Je pense que Très bien. Je pense qu'en France, on a occupé trop de temps à cette polémique que je comprends en termes politiques. Dans cette émission, ça aura fait 5 minutes, donc je pense qu'on a une juste évaluation des choses. La proportion mieux que tant d'autres. Et je vous félicite de ne pas avoir démarré là-dessus. Voilà. Et d'avoir passé un certain temps sur le... Attendez, puisque vous m'avez donné la parole. Oui, oui, je vous la laisse. Pour parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup, j'en profite pour dire à Alain Finkielkraut, pour compléter son raisonnement intéressant. Ce sera la dernière intervention de cette émission. Il peut encourager l'Israélien à bouger. Parce qu'ils seront d'autant moins boucs émissaires, ce que vous craignez par une sorte de conjonction, islamisme, nationalisme, etc. Ils sont d'autant moins mal à l'aise qu'ils bougeront eux-mêmes. Oui, et il y a un camp de la paix en Israël qui, depuis 10 ans, à 60%, accepte l'idée d'un État palestinien. Il faut qu'il se dote d'une expression politique. Le meilleur renfort extérieur à l'autoritarisme et à l'islamisme, c'est l'attitude actuelle d'Israël. Je risque une dernière erreur diplomatique en posant une dernière question à Moulay Hicham. Je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, notamment à la une du Monde diplomatique ce mois-ci, avec un article, un point de vue intitulé « Tunisie, les éclaireurs ». Et pendant toute cette émission, vous n'avez cessé de nous dire votre espoir, de nous faire comprendre, on pourrait dire, un monde arabe en changement dans un monde qui est lui-même en mouvement. Donc vous accompagnez ces mouvements et vous dites qu'il ne faut pas qu'on les craigne. Je me permets de vous poser la question, mais est-ce que, par exemple, vous appelez les Marocains à renverser votre cousin? Je crois que c'est le roi. Mais non, mais voilà, vous savez, la révolution, ça peut aussi avoir lieu au Maroc. C'est les mots croisés, ce n'est pas la roulette russe. Votre émission, c'est les mots croisés. Non. Je dis tout simplement qu'il y a... Mais vous ne nous dites pas que c'est bien partout, sauf au Maroc, la révolution. Je vous dis qu'il n'y a pas d'exception. Et je vous dis que le Maroc connaîtra une évolution. Une évolution pour la plupart des Marocains. Je le dis et je le redis, pour la plupart des Marocains, cette évolution s'inscrit à l'intérieur dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. J'utilise le terme anglo-saxon, mais pour mieux me faire comprendre en français. Donc vous souhaitez une évolution, mais pas une révolution. Au Maroc, c'est une évolution, pas une révolution. C'est très bien, Altesse. Ça me paraît raisonnable aussi. Merci pour vos encouragements. Non, mais vous savez que nous sommes très amis avec le Royaume. Maintenant que j'ai un certificat de bonne conduite, je suis content. Merci à tous.